Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine, dans ce nouveau numéro de votre émission, le débrief pour décortiquer l'actualité du continent. Un tribunal de la République centrafricaine, soutenu par la communauté internationale, a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président en exil du pays, François Bozizé, pour des violations des droits de l'homme commises entre 2009 et 2013. Exilé en Guinée-Bissau, l'ancien président centrafricain sera-t-il extradé? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Parlons à présent de cette tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Une tournée africaine qui a permis à la diplomatie russe de s'imposer un petit peu sur le continent. Mais qu'en est-il réellement? Quel bilan tirer de cette tournée africaine? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Dr Christian Sambou. Vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. C'est moi qui vous remercie. Et en face de vous, Pape Ousmane Thiao, doctorant en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. C'est moi qui vous remercie. Nous allons démarrer par la première thématique, en l'occurrence parler de l'ancien président centrafricain François Bozizé. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien président par la justice centrafricaine. Que vous inspire déjà cette démarche prise par la justice centrafricaine, mon cher Pape? Alors, merci beaucoup. En fait, il faut dire que ce mandat d'arrêt était attendu par une bonne partie de la population centrafricaine et une bonne partie de la communauté internationale également, parce que les exactions qui ont été commises entre 2009 et 2013 en Centrafrique ont été d'une atrocité sans commune mesure. Maintenant, l'ancien président François Bozizé, bien qu'étant en exil en Guinée-Bissau, devrait faire face à la justice de son pays. Et là, on assiste encore une fois à la création d'une cour spéciale, à vocation internationale bien sûr, mais sur le territoire africain. Ça, c'est quelque chose déjà à saluer. Maintenant, d'après les informations dont je dispose, la Guinée-Bissau est actuellement réticente à l'idée d'extrader l'ancien président. Exactement. Et d'ailleurs, son départ en exil avait été fait sous l'égide d'un accord qui avait été signé en 2021 à Luanda. Oui, à Luanda, entre les différentes parties. Maintenant, attendons de voir comment est-ce que d'abord cette extradition sera possible et est-ce que la Guinée-Bissau sera déjà d'accord par rapport à cet élan de justice qui doit être rendu au peuple centrafricain. Et rappelons au passage que l'ancien président François Bozizé avait déjà été condamné en 2013 pour les travaux forcés par cette même justice centrafricaine. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire de la Centrafrique, dans le sens de tourner la page, devrait nécessairement passer par ce retour et ce face-à-face face à la justice centrafricaine, mon cher Pape? Oui, pour chaque pays ayant connu ces cycles de violence, tout passe par la justice. Il faut d'abord que les principaux responsables des actes qui ont été commis durant cette période fassent d'abord face à leurs responsabilités avant de pouvoir parler d'une véritable réconciliation. L'ancien président François Bozizé, et c'est le moment de le souligner, n'est pas étranger à tout ce qui est exil. Rappelons qu'il a d'abord été exilé, qu'il a deux fois été exilé au cours de son existence politique. D'abord en 1982, lors d'une tentative avortée de putsch. Ensuite en 2001, lors d'une nouvelle tentative de putsch avortée. Maintenant, ça dit que c'est la troisième fois qu'il vit en exil, loin de son pays, suite à des actions politiques qui ont été menées. Maintenant, il a été président de 2003 à 2013, et une période de 2009 à 2013 qui a été particulièrement sanglante, avec sa prison située à 150 km de Bangui, qui avait été surnommée même Guantanamo au vu des conditions atroces de détention que l'on y observait. Maintenant, justice doit être rendue au peuple centrafricain et surtout aux victimes qui ont été massacrées. Ouais. Alors, on l'a souligné, il est en exil en Guinée-Bissau. Le président Sissoko Embaló l'a souligné. Il a clairement, en tout cas, magnifié le refus d'extrader son homologue centrafricain François Bozizé. Faut-il voir ce refus de la Guinée-Bissau comme une forme d'ingérence politique ou bien faut-il avoir une interprétation autre que celle-là? Une question très intéressante. Alors, ingérence ou faut-il lire ce refus autrement?
Je pense qu'il ne s'agit pas d'une ingérence, il s'agit au contraire d'une expression aussi de souveraineté de la part de Embalo, donc, qui, en refusant l'extradition en fait, de Bozizé, estime que lui-même a été exilé par moment de son pays, donc qui ne se voyait pas en tant que président de la Guinée-Bissau extrader en fait quelqu'un qui a demandé protection, qui a demandé asile dans son pays. Donc c'est une expression souveraine, c'est tout à son mérite. Après sur la question en fait de la justice en tant que telle, pour revenir aux questions qui ont été posées aussi à mon collègue, il me semble que la Centrafrique, dans sa situation actuelle de post-conflit, la justice, oui, reste un instrument pour la reconstitution, en fait, la réconciliation en Centrafrique, parce qu'on dit souvent, comme l'adage le dit, sans justice, il n'y a pas de paix. Mais il y a très souvent, dans les relations interétatiques ou les relations internationales, ce dilemme entre justice et paix, où très souvent, ceux avec qui on doit faire la paix sont ceux-là qui ont été les bourreaux d'hier. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, juger François Bozizé apporterait la paix en Centrafrique, sachant en fait qu'il est aussi tête de file d'une rébellion dont la coalition en fait, des patriotes pour le changement? C'est des questions importantes, juste pour dire en fait qu'il faut, dans cette démarche de la Cour pénale spéciale, être très modéré, être très nuancé, tenir en compte des contextes. On a eu le cas Hissène Habré. Savoir que justice et paix peuvent aller ensemble, qu'il faut parfois trouver des compromis, ne pas en cherchant la justice, en cherchant l'extradition, envenimer les choses, alors que l'objectif ultime ici, me semble-t-il, c'est la paix, c'est la réconciliation entre les Centrafricains, c'est la construction de la... Mais visiblement, mon cher Sambou, cette recherche de la paix, cette accalmie-là, en tout cas, l'impression qu'on a aujourd'hui, et quand on regarde un peu la classe politique centrafricaine ou encore la société civile, il y a cette forte demande-là de ce retour de François Bozizé sur le sol centrafricain, pour, comme l'a souligné Pape, pour répondre à ces actes-là qu'il a eu à mettre en avant en 2009 et 2013. Donc le peuple a besoin justement de passer par cette case de justice. Le peuple est en demande, mais François Bozizé lui-même, si à travers Embalo, en fait, il y a un refus d'extradition, ça exprime déjà les antagonismes suffisamment. Et donc la coopération entre les deux États doit s'exprimer, la diplomatie doit jouer son rôle, en sachant que Embalo est aussi dans son droit, parce que d'abord, la constitution guinéenne ne permet pas l'extradition, c'est complètement interdit. Le faire, c'est aller à l'encontre des lois. Donc là, on sera dans un jeu diplomatique, avec aussi sans doute la participation d'une troisième partie, notamment l'ONU à travers la MINUSCA, qui appuie en fait cette extradition. Donc on en est là, je crains qu'on soit dans une impasse. Mais vous avez raison, mon cher, il faut répondre au désir des populations centrafricaines de justice. Rappeler que François Bozizé n'est pas le seul qui est poursuivi aussi. Exactement. Il me semble qu'il y a 22 personnes, 22 chefs de guerre qui sont sur la liste. Mais il faut poursuivre, il faut que justice soit faite. Mais mon point de vue, c'est qu'il ne faudrait pas que la justice en fait soit aussi un obstacle à la paix. Nous voulons que justice soit faite, en tout cas c'est le cri de cœur des Centrafricains en préparant évidemment cette émission. Vous avez parlé de diplomatie, mon cher Pape, justement la Centrafrique a donné une forme d'ultimatum à la Guinée-Bissau pour justement extrader l'ancien président. La Guinée-Bissau évoque une forme de communication, d'échange entre les deux nations pour trouver un point d'entente. Faut-il craindre aujourd'hui, avec cet ultimatum donné et ce refus aussi, même si la Guinée-Bissau reste évidemment ouverte aux négociations, à une possible dégradation de la diplomatie entre ces deux pays? Oui, mais avant d'évoquer ce point, il faut souligner, relever l'une des raisons pour lesquelles le président Archange Touadéra souhaite l'extradition de l'ancien président est simple, c'est que l'actuel régime centrafricain redoute
les éventuelles activités de l'ancien président au niveau des anciens groupes rebelles qu'il dirigeait. Parce que pour beaucoup, il a encore des ramifications, exactement. Il a encore ce leader-là aussi. Pour le moment, il a toujours non seulement des ramifications, mais ses enfants, ses fils sont toujours présents sur le sol centrafricain et le pouvoir en place est en train de surveiller leurs moindres déplacements. Et d'après les informations dont il dispose, l'ancien président a toujours des contacts avec les anciens chefs rebelles. Et cela pourrait à un moment donné nuire les efforts qui ont été entrepris jusque-là pour changer de ligne, disons, politique et diplomatique. Parce que n'oublions pas que le président Archange Touadéra a pris une autre direction sur le plan diplomatique en s'approchant le plus possible de la Russie et avec la présence des mercenaires russes de Wagner. Maintenant, il est en train de s'inquiéter des éventuelles conséquences du fait que l'ancien président reste en exil et qu'il ne soit pas jugé sur le territoire au niveau de la Centrafrique. Maintenant, ils ont donné un ultimatum à la Guinée-Bissau, mais la Guinée-Bissau ne peut pas aller au-delà de ses lois pour pouvoir satisfaire les exigences d'un pays tiers. Bien entendu, il pourrait y avoir des négociations pour pouvoir... C'est d'ailleurs proposé par la Guinée-Bissau, qui a proposé, qui veut aller sur une forme d'accalmie, de diplomatie. D'accalmie et de diplomatie, parce que la loi bissau-guinéenne est claire sur ce plan, pas d'extradition. Maintenant, pour que cela puisse se faire, il faudrait peut-être aller vers la négociation et vers la diplomatie pour trouver une solution par rapport à cela. En parlant du président Archange Touadéra, c'est vrai que cette envie de revoir le président François Bozizé sur les sols centrafricains, c'est une volonté aussi du président actuel pour essayer effectivement de mettre en place, parce que le président a toujours voulu communiquer avec ces chefs rebelles-là pour essayer de calmer un petit peu les attaques dans différentes des régions de la Centrafrique. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Pape, avant de donner la parole à Dr Sambou, est-ce qu'aujourd'hui le retour de François Bozizé peut aussi avoir un impact dans ce sens-là, dans le sens de potentiellement appeler les chefs rebelles au dialogue, même si le président Archange Touadéra reste quand même sceptique à l'idée de discuter avec des chefs rebelles, mais ça peut avoir un impact. Oui, mais ce sera difficile parce qu'il ne s'agit pas d'un retour d'un exilé, un retour politique pour participer à la vie politique. Il revient en Centrafrique pour répondre de ses actes. Et justement, une partie de ces militants, ils voient une manipulation du pouvoir en place pour non seulement l'écarter de la scène politique, mais également le jeter aux gémonies au niveau de la communauté internationale. Donc je ne pense pas qu'un retour de l'ancien président en Centrafrique pourrait amener une certaine accalmie. Au contraire, cela pourrait provoquer d'autres troubles. Parce que tout simplement, ces anciens soutiens sont toujours là et une partie de ces anciens soutiens considèrent que c'est une machination politique et dont l'objectif est justement de le liquider. Mais pourquoi prendre ce risque? Pourquoi la Centrafrique se lance dans ce risque? C'est-à-dire faire revenir François Bozizé, c'est comme vous l'avez souligné, c'est prendre le risque aussi de mettre la poudre au feu. Oui, peut-être qu'il s'agit d'une initiative dont l'objectif est tout simplement de donner une certaine légitimité aux différentes actions du pouvoir de Touadéra et cela devrait passer par la mise en place d'un tribunal spécial chargé de juger les responsables des exactions qui ont été commises entre 2009 et 2013. Maintenant, c'est le risque que je viens d'évoquer, c'est ça, que son retour provoque d'autres troubles parce qu'il a déjà des forces politico-militaires ou paramilitaires qui sont toujours derrière lui et une partie de la population pense qu'il est victime d'une machination politique, malheureusement. Docteur Sambou, vous avez parlé également un petit peu de la MONUSCA. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il voir aussi une forme de présence des institutions internationales à l'image de l'Union africaine, par exemple, dans ce qui peut s'apparenter à un conflit entre la Guinée-Bissau et la Centrafrique concernant l'extradition de François Bozizé, et quel pourrait être ce rôle-là potentiel de ces institutions internationales? On n'est pas encore arrivé à ce stade où les institutions telles que l'Union africaine ou l'ONU en tant que telle vont
vont se positionner par rapport au tiraillement qu'il y a aujourd'hui entre la Guinée-Bissau et la Centrafrique. On peut faire l'hypothèse que ce scénario arrive si les choses venaient à se distendre. Quoi que l'on puisse dire, dans le cadre de ce mandat d'arrêt, dans le cadre de la demande d'extradition, l'ONU a joué de tout son poids. Même sur l'installation en fait de la Cour pénale spécialisée, elle n'a été possible en fait qu'il y ait une juridiction hybride en fait, composée de juges nationaux et internationaux. Ça a été possible parce qu'il y a des mécanismes internationaux. Et l'avantage de ces mécanismes internationaux aussi, c'est que ils sont tellement huilés dans les processus diplomatiques, dans la négociation, que ça pourrait être la solution pour décanter en fait l'impasse dans laquelle on semble se trouver par rapport à la question de l'extradition. Pour aller beaucoup plus loin, il me semble que la solution elle sera politique, parce que des deux côtés on sent que la loi ne semble pas être la solution. La Guinée qui refuse et la Centrafrique qui ne peut qu'accepter le refus de la Guinée au nom de sa souveraineté. Donc aller vers des négociations, comme Pape le disait tantôt, et là, les partis tels que la MINUSCA pourraient jouer un rôle important. En cela que Bozizé ne doit pas simplement être vu comme un individu ayant participé à des commissions en fait, de crimes pour lesquels la Cour pénale spécialisée est compétente, donc crimes contre l'humanité. On n'est pas dans le cas de génocide, mais il y a eu des crimes d'agression aussi, de torture dans le cas de prison. Que ce mécanisme-là, que la MINUSCA joue de tout son poids pour qu'il y ait ces négociations et que Bozizé soit utilisé comme à la fois symbole de justice, même comme partie prenante aussi de la réconciliation en Centrafrique. Ça a été tenté, mais il semblerait en fait que Bozizé n'ait pas été tout à fait coopératif, parce que quand il était exilé au Tchad, donc il arrivait quand même à mobiliser ces éléments pour perturber la quiétude du pays. Il y a eu même des événements ou des moments, où les supplétifs russes appelés Wagner, mais aussi aidés par des éléments de l'armée rwandaise qui étaient chargés de la garde présidentielle, ont dû faire face à des bandes de rebelles qui cherchaient à déstabiliser. Donc l'exil aujourd'hui en Guinée de Bozizé, on est dans le même scénario où on peut en fait constituer des plans de déstabilisation du pays de loin. Donc l'amener, c'est d'abord répondre à un besoin de justice du pays, mais c'est aussi un besoin politique de contrôle en fait d'une personne qui, tout en étant loin, peut organiser en fait des opérations à l'interne. Et comme ça coince, effectivement, des mécanismes tels que la MINUSCA peuvent jouer en fait un rôle de médiatrice, et ce rôle n'est pas du tout simple en fait. C'est pour cela au départ j'évoquais le dilemme justice-paix, parce que pour le médiateur, il s'agit là en fait de considérer celui qui a commis des exactions, celui qu'il faut juger en fait, comme quelqu'un qui pourrait apporter la paix, parce qu'il participerait à toutes les discussions, donc il participerait aux accords, etc. Je pense que c'est la solution politique vers laquelle il faut aller, tout en sacrifiant un tout petit peu la question de justice, mais quand même il faut répondre à la justice. C'est difficile, c'est pourquoi on l'appelle paradoxe, c'est pourquoi on l'appelle dilemme en fait. Il faut choisir entre les deux en fonction des enjeux du moment. Et je ne pense pas que l'enjeu le plus important ici soit forcément la question de oui, il faut répondre à la justice. La Centrafrique, après autant d'années de guerre, a besoin d'être pacifiée pour enfin profiter de ses propres ressources qui sont en train d'être exploitées par des adversaires externes en fait. Exactement. Vous avez parlé également, Pape, on a parlé tout à l'heure de ce tribunal hybride. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question aussi s'est posée par certains observateurs, est-ce qu'aujourd'hui ce tribunal, ces juges sont assez aptes à juger et prendre à bras le corps une situation aussi lourde que les crimes qui ont été commis entre 2009 et 2013 par l'ancien président François Bozizé? Excusez-moi, c'est un tribunal hybride composé de juges au niveau de juges africains et de juges internationaux
Mais il faut souligner que ce n'est pas la première fois qu'un tribunal spécial a été mis en place en Afrique pour juger d'anciens dirigeants. Le dernier en date, c'est le tribunal qui a été chargé du jugement de Hissène Habré, ici à Dakar. Ouais. Il y a également eu le tribunal international pour le Rwanda, si je me trompe. Exactement. Donc voilà, je crois que ce sera la troisième fois qu'un tribunal spécial sera mis en place pour juger un ancien dirigeant supposé coupable d'actes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Maintenant, il faudrait juste revoir la composition du tribunal, quels sont les types de juges qui seront mis en place et quels seront également les attributs de ce tribunal, parce que ce sera un tribunal ad hoc, c'est-à-dire un tribunal qui sera mis en place pour simplement juger de ces affaires, mais à la fin du processus de jugement, le tribunal est appelé à disparaître. Maintenant, les conditions d'existence, de travail et de dissolution de ce tribunal ont déjà été définies. Maintenant, il reste juste à trouver le consensus et le compromis politique nécessaire entre la Centrafrique et la Guinée-Bissau pour que le principal concerné puisse répondre devant la justice. Docteur Sambou, pourquoi maintenant? Je veux dire, pourquoi aujourd'hui le tribunal centrafricain décide d'extrader l'ancien président François Bozizé? Pourquoi maintenant, quand on sait qu'en 2013 déjà il avait déjà été condamné, on n'a pas parlé d'extradition, pourquoi maintenant? Alors, pour plusieurs raisons, alors, il fallait du temps pour que d'abord ce tribunal soit mis en place, que cette cour spéciale soit mise en place, du temps pour que la MINUSCA puisse travailler sur d'autres priorités du développement aussi, d'assistance à des personnes déplacées, personnes réfugiées, donc des personnes en besoin humanitaire. Pourquoi aussi que maintenant? Parce que tôt ou tard, il faudrait en fait que des fauteurs de crimes, que des criminels, entre guillemets, puissent être jugés. Mais parce qu'on rappelle qu'il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Et je mets des guillemets parce qu'il y a juste des faisceaux d'indices concordants en fait qui font que la Cour appelle à son extradition pour être jugé, mais il n'est pas encore condamné. Il peut, à la fin du procès, être complètement acquitté de toutes les accusations entre 2009 et 2013. Donc, à votre question, pourquoi maintenant? Parce que en fait, on est aussi dans un système international de plus en plus moralisé, dans le sens de il ne faudrait pas que de tels crimes restent impunis parce que ça créerait des répétitions. Donc il faut toujours trouver le bon moment pour aller vers l'outil de justice comme outil de pacification. C'est difficile de le faire pendant la guerre, complètement difficile de mener des procédures de justice. C'est très souvent en post-conflit en fait que les outils sont beaucoup plus efficaces, tels qu'aujourd'hui la question de l'extradition qui bute à des lois nationales, et là ça va déclencher en fait des procédures diplomatiques. Ce qui n'aurait pas été possible si on l'avait déclenché de 2013-2014 à l'arrivée de la MINUSCA, la présence militaire française. On était plutôt dans des préoccupations plus sécuritaires, plus développement et plus humanitaire en fait que des préoccupations judiciaires. Est-ce que ça aussi ça va pas, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le bon moment aussi choisi? Parce que rappelons qu'en Centrafrique, il y a encore un petit peu enfin il y a une forme d'instabilité sécuritaire aussi dans le pays. Est-ce que le fait d'organiser un procès en Centrafrique aujourd'hui est assez rassurant sur ce point-là? C'est vrai, c'est pourquoi en fait dans ce procès, il faut avoir une lecture en termes symboliques. C'est peut-être un procès pour le symbole, mais aussi un procès qui pourrait, de mon avis, être un tout petit peu précipité parce qu'on cherche des gains politiques aussi. Le fait de juger Bozizé, c'est montrer un bilan en termes de justice du pays qui est sorti d'une guerre, donc on a jugé quelqu'un, mais c'est aussi un gain politique, le fait de contrôler, comme le disait mon cher collègue Pape tout à l'heure, le fait de contrôler en fait quelqu'un qui, pour l'instant, est leader et le seul homme politique qui peut défier Faustin Archange Touadéra, il faut le dire. Donc il a des ramifications partout, y compris dans le pays. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ne surtout pas oublier que quand François Bozizé était en
été destitué en fait de son pouvoir en 2013 par la Seleka. Il avait tellement de force en fait qu'il a pu mobiliser même une conflictualité interreligieuse, donc les Balaka, les anti-Balaka contre les Seleka. Exactement. Donc cette force-là de François Bozizé, même étant exilé, il ne faut pas du tout le négliger. Il l'a démontré quand il était au Tchad. Il arrivait en fait à perturber toute la frontière Tchad-Centrafrique. Donc je pense qu'il y a un objectif de contrôle politique qui est recherché là, que Faustin ne dit pas du tout. Cet objectif politique n'est pas le même que l'objectif de la population qui veut tout simplement que justice soit faite. Exactement, et c'est d'ailleurs le leitmotiv du président Faustin Archange. Toi, des remarques, une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. A tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à cette tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Que retenir de cette tournée africaine et qu'est-ce que cela vous inspire, Dr Sambo? Alors c'est il me semble, une tournée en fait qui se déroule dans un contexte particulier. Au moment où Sergueï Lavrov faisait le tour de quelques États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Au même moment, il y avait la commémoration en fait du débarquement en Normandie, donc en France. Donc on accueillait aussi des présidents occidentaux, dont Joe Biden. Au même moment, il y avait la visite de Zelensky. Donc, en France, il y avait aussi une promesse d'aide de Joe Biden à l'endroit de l'Ukraine. Pour parler du contexte africain, c'est au moment où des assises vont prolonger en fait la durée des transitions, que ce soit au Mali ou au Burkina. Donc tous ces éléments de contexte sont importants. Ici ajoute aussi l'élection de Idriss Déby Itno. Donc c'est des éléments importants pour pouvoir mesurer, me semble-t-il, cette tournée de Sergueï Lavrov, qui était un répondant à ce qui se passait en Europe, dans le sens d'une Russie qui veut augmenter, en tout cas élargir son cercle d'influence. Je parle là de visiter la Guinée, donc de Doumbia, mais aussi Denis Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville et au Tchad, qui sont des partenaires privilégiés de la France. Mais jusqu'à cette visite de Sergueï Lavrov, il y a 2 semaines, on avait seulement le sentiment de relations Afrique-Russie renforcées dans les États de l'Alliance du Sahel. Et donc là, j'ai comme l'impression qu'on est dans une forme d'élargissement. Et même on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse par rapport à cette tournée qui a été suivie par celle de Poutine en fait en Corée du Nord, mais aussi par des manœuvres de la Russie vers Cuba. On est dans une forme de reconstitution d'un bloc Est qui ne serait pas peut-être le bloc des années 80, mais un bloc renouvelé, puisque derrière, il n'y a pas que le partenariat militaire, mais aussi économique, commercial, plein d'autres aspects. Je pense que la tournée de Sergueï Lavrov essaie de répondre à cet objectif, donc d'une Russie qui veut être non plus exclusivement une puissance sous-régionale qui s'intéresse seulement à l'Ukraine, mais qui veut montrer aussi qu'elle a du rayonnement, y compris en Afrique. On a parlé de l'Afrique, Pape, et de cette tournée, effectivement. Il y a eu l'Afrique centrale, le Tchad et le Congo-Brazzaville avec le président Denis Sassou Nguesso. Lors justement de cette rencontre à Brazzaville avec le président congolais, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires russes étrangères, a souligné un point assez important. Il dit, je cite, qu'on a toujours vu la puissance russe sous le prisme de la sécurité, c'est-à-dire de l'armée, mais qu'il est temps aujourd'hui pour la Russie de diversifier et de proposer autre chose. Et ce qui a été proposé au Congo, c'est beaucoup plus dans un aspect purement et simplement économique, mon cher Pape. Faut-il voir aujourd'hui une intelligence russe dans le fait de diversifier ses propositions et partenariats? Absolument. La Russie, ce qui le distingue des autres pays de l'Occident, c'est que les autres pays de l'Occident, quand ils venaient en Afrique, ils proposaient une collaboration axée sur le respect des droits humains et la démocratie.
Et la Russie, jusqu'à très récemment, sa collaboration avec les pays africains était axée sur la sécurité et l'ordre. Exactement. Maintenant, il s'agit de renverser ce paradigme et de proposer une collaboration plus axée sur l'économie. Et c'est bien possible. N'oublions pas que la Russie fait partie des 10 pays les plus prospères et détenant les principales réserves d'hydrocarbures dans le monde. Maintenant, la remarque que j'ai faite lors de ces différentes tournées dans les différents pays, il explique à chaque fois que nous nous portons, nous nous inscrivons en porte-à-faux par rapport à ce que les pays occidentaux proposent. Nous nous proposons comme étant une alternative au désordre sur le plan humain, au désordre sur le plan, disons, au niveau intérieur, que vous essayez de vous imposer les autres pays de l'Occident. Et Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe depuis plus de 20 ans, a une expérience parce qu'il a assisté au déclin de l'influence russe en Afrique et au regain de l'influence russe également en Afrique. Et depuis quelques années, la Russie a lancé une offensive pour non seulement de revenir en force en Afrique, mais également gagner des parts de marché. Et ça, c'est largement possible. Et gagner des parts de marché, c'est aussi, parce qu'il a dit, c'est investir, c'est implanter des entreprises aussi russes dans ces différents pays. Quel regard aussi faut-il apporter quand on sait qu'aujourd'hui, dans les pays où Sergei Lavrov a eu à faire cette tournée-là, il y a la diplomatie française qui est en perte de vitesse, et il y a d'autres pays qui sont toujours alliés à la France. L'intérêt aujourd'hui pour la Russie, on l'a souligné, vous l'avez souligné dans votre argumentaire, c'est assez important, mais ce duel aujourd'hui entre la France et la Russie qui s'installe un petit peu en Afrique, quelle observation apporter, mon cher Mais vous faites bien de souligner ce duel, je pense que c'est à la base de tout. Et ça devrait aussi interpeller en fait les États africains sur comment se positionner et pour ne pas être simplement des États utilisés en fait par les autres puissances. Il me semble que la pénétration russe en Afrique, les coopérations commencent bien sûr après les indépendances. Donc voilà, avec tous ces États qu'on a cités, que ce soit le Mali sous Modibo Keïta, le Congo. Donc on était vraiment aussi dans des programmes très socialiste, proche en fait de l'Union soviétique. Mais dans les rapports contemporains en fait de la Russie avec certains États africains, ça commence véritablement dans les années 2010, plus particulièrement à partir de 2014, quand la Russie se sent de plus en plus vulnérable de manière stratégique parce que son voisin ukrainien était une porte d'entrée pour les Occidentaux. Donc il y a eu d'abord une ingérence en fait de l'Union européenne dans les élections en Ukraine. Donc voilà, il y a eu la crise ukrainienne avec la place Maïdan, tout ça. Et cette crise-là a conduit la Russie dans sa diplomatie à une certaine prise de conscience. Le fait étant que du moment où tu m'enquiquines dans mes frontières proches, dans ma zone d'influence proche, c'est-à-dire l'Euro-Asie, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Chine, du moment où tu t'ingères de plus en plus au niveau de mes frontières, je vais aussi, moi, pour avoir de l'influence, m'ingérer dans ce que toi tu as appelé, dans ce que la France a appelé son précaré. Donc c'est à partir de ce moment que la Russie va s'intéresser au Mali, au Niger, aujourd'hui au Burkina. Ces trois pays aujourd'hui font allégeance d'un point de vue militaire à la Russie, donc reçoivent beaucoup d'aide. Donc on est dans une forme de jeu géostratégique, mais dans une forme aussi de rééquilibrage en fait des puissances. Tant que la France m'embête sur mes frontières à travers son ingérence sur le dossier ukrainien, je peux aussi l'embêter en fait en Centrafrique. On a parlé tout à l'heure du dossier centrafricain. Je peux l'embêter dans l'AES, donc dans le Sahel central. Et aujourd'hui, je peux aller beaucoup même plus loin. Je peux l'embêter en Guinée, je peux l'embêter au Congo Brazzaville. Donc la Russie ne va pas
s'arrêter de sitôt, d'autant plus que plus elle avance, plus il y a de l'appétit par rapport aux ressources naturelles, par rapport à ce pacte qui est, comme le proposait tout à l'heure M. Thiaw, l'idée de, ok, je t'apporte de la sécurité, d'accord, je t'aide à créer de l'ordre, à lutter contre les bandes de terroristes, des groupes armés non étatiques. En échange, tu me fournis en fait de la matière première. Oui, parce que c'était là aussi quand même le deal, hein, parce que c'est bien beau de venir et de proposer, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant, donc il faut un retour. Un partenariat gagnant-gagnant, et qui était le partenaire classique? C'était la France. La France, ouais. Donc, je disais à l'entame de mon propos que vous faites bien de soulever ce dilemme. Et donc dans ce duel, il est important que les États africains aussi puissent jouer leur propre agenda, ne suivre l'agenda d'aucune puissance et nos propres intérêts. Ah, le Mali est déjà dans cette dynamique-là. Le Mali est dans ça, donc ouais. Nos propres intérêts, c'est on a besoin de sécuriser nos territoires. La Russie peut nous vendre des armes et refuse de nous vendre les armes, la France. Donc on va en Russie, comme le Burkina l'a fait, on achète les armes et on se protège. Et puis justement, par rapport à... Oui, je vais rebondir sur un point, Pape. Oui. Alors, par rapport à cette tournée africaine de Sergei Lavrov, il y a une étape qui m'a particulièrement interpellé, c'est l'étape du Tchad. Le Tchad est un des derniers alliés de la France actuellement en Afrique et un des derniers verrous, si on peut l'appeler ainsi, de la France-Afrique. Maintenant, avec l'élection de Mahamat Idriss Déby, une élection qui a été très contestée, Mahamat Idriss Déby qui se retrouve actuellement dans une position de neutralité qui l'arrange un tout petit peu. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour lui de dire à ses partenaires occidentaux, retenez-moi, sinon il y a la Russie qui se positionne comme alternative par rapport à vos propositions. Maintenant, Sergei Lavrov ainsi que Vladimir Poutine ont compris cet aspect. Je me rappelle, il y a quelques semaines, Vladimir Poutine avait exprimé la possibilité pour la Russie de livrer des armes à des pays tiers pour combattre des intérêts occidentaux. Et cette déclaration a été faite dans un contexte où l'OTAN se prépare de plus en plus à livrer des armes à l'Ukraine. Donc, on assiste actuellement à une transposition des effets de la guerre en Ukraine sur le territoire africain, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. Donc c'était ça mon... Et ça voudrait dire quoi aujourd'hui, que l'Afrique est devenue un territoire de stratégie, enfin, de géopolitique, géostratégie entre ces puissances-là? En fait, on assiste depuis entre 1955 et 1990, on a assisté à un monde bipolaire. Entre 1990 et les années 2010, on a assisté à un monde unipolaire dominé par les États-Unis qui jouaient le rôle de gendarme du monde. Maintenant, on assiste à quoi? On assiste à une multipolarisation du monde à travers la formation de différents blocs. Et différents blocs sur le plan constructiviste, c'est-à-dire des blocs qui se constituent par affinité et par valeur. Actuellement, le bloc occidental se réunit par affinité et par valeur, des valeurs wokistes, démocratiques, humanitaires, et le bloc russe, auquel s'identifient la plupart des pays africains, un bloc conservateur qui estime que la souveraineté est importante, qui estime que la sécurité est importante, qui estime également que le fait de prendre soin de ses valeurs et de ses traditions est important. Donc, il y a plusieurs batailles qui sont en train de se dérouler, aussi bien sur le plan international que sur le théâtre africain. Et ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour comprendre globalement la visite du ministre des Affaires étrangères. En parlant justement de Sergei Lavrov, le constat aussi qu'on a soulevé lors de cette tournée, cette mini-tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe, c'est le discours. On a l'impression que dans chaque pays, ce n'était pas le même discours qu'il tenait. Quand il était évidemment au Tchad, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique, ce n'était pas le même discours. C'était un discours beaucoup plus axé, en tout cas dans ces pays où évidemment il y a encore cette guerre là avec les terroristes, un discours axé beaucoup plus sur la sécurité, sur aujourd'hui la présence des forces russes dans ces pays-là, et en Afrique centrale, en l'occurrence à Brazzaville ou encore au Tchad, mais beaucoup plus à Brazzaville, c'était un discours beaucoup plus social. Est-ce qu'aujourd'hui la Russie aussi adapte son discours en fonction de la situation de chaque pays? Tout à fait, donc cette question du discours, du narratif qui renvoie à ce que soulevait tout à l'heure chez Thiaw sur l'imbrication, en fait, le rôle de plus en plus important sur les identités, surtout les identités partagées, dans la coopération, dans les choix stratégiques de coopération.
C'est assez important. Si on perd ça de vue, on ne comprendrait pas pourquoi aujourd'hui des Maliens, y compris des jeunes, des gens de notre génération, vont s'identifier aux Russes et non aux Français. Donc cette question du narratif chez Sergueï Lavrov, qui, en parlant de la Russie, en se présentant, on va se présenter comme puissance qui n'a jamais été colonisatrice de territoire africain. C'est fort dans le narratif. Ouais. Et ça interpelle des jeunes que nous sommes, qui ne sont pas nés en période coloniale, qui sont en post-colonie. Et c'est surtout qu'il y a un discours anti-français aussi qui s'est installé un peu partout. Et nous sommes souverains. Et ce discours anti-français, vous faites bien de le souligner, et la brèche pour les Russes, en fait, de dire, écoutez, ils vous ont proposé la sécurité, finalement, ça a été inefficient. Nous, en fait, on est une puissance d'abord militaire et sécuritaire, on vous propose des armes qu'on ne veut pas vous vendre ailleurs sous prétexte qu'il y a des lois, qu'il ne faut pas donner des armes à des civils, etc. Quelle que soit votre armée, quelles que soient vos lois, quelle que soit votre position par rapport aux droits humains, à leur promotion ou pas, nous, on vous donne des armes. Burkina Faso, vous avez des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Nous, on n'est pas dans la terminologie. On les forme, on leur donne des armes. Alors que les Français vont plutôt rester dans la terminologie. Ah, les VDP, ce ne sont pas de vrais soldats, ce ne sont pas de véritables militaires, ce sont des civils. Est-ce que nos lois nous permettent de donner des armes à des civils? Donc on est dans ces questions-là du narratif qui vont expliquer en fait qu'on va pencher plus pro-russe ou pro-français. Et sur l'autre élément, le discours de plus en plus social de Sergueï Lavrov, la Russie comprend aussi qu'elle ne peut pas rester, elle ne peut pas avoir que l'image d'une puissance militaire, d'une puissance sécuritaire. Il faut qu'elle montre qu'elle peut apporter de l'économie, qu'elle peut apporter aussi du social, qu'elle peut apporter de la culture. De plus en plus, les chancelleries russes vont privilégier en fait la construction aussi d'instituts en fait russes dans certains pays. De plus en plus vont s'accentuer sur la question des questions économiques, comme la construction de centrales nucléaires. Des accords ont été signés entre le Burkina et la Russie sur ces aspects. Donc les relations internationales, ce n'est pas aussi que du sécuritaire, c'est aussi du développement, c'est aussi du social, c'est aussi du culturel. La Russie l'a bien compris, et sans doute qu'au Congo, ils savent que la question sécuritaire, elle est bien contrôlée par Denis Sassou Nguesso, qu'il faudrait plutôt agir sur un autre point, comme donner des bourses à des étudiants. D'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé, les bourses d'études. Les bourses d'études pour qu'ils aillent étudier, voilà, essayer d'attirer un peu les Africains par ce qui les intéresse. Et ça, c'est bienvenu parce qu'au moins, en fait, nos interlocuteurs commencent par comprendre que nous avons aussi nos agendas, nous avons nos intérêts, que s'ils veulent interagir avec nous, il faut en fait qu'ils suivent nos feuilles de route, nos agendas, que c'est de cette manière seulement en fait qu'on peut y répondre. Alors qu'auparavant, on nous imposait en fait tout, on n'avait pas droit au chapitre, on n'avait pas de mots à dire. Donc le narratif reste très important pour comprendre. Ce discours aussi, c'était toujours, on va dire, en tête de liste, le président russe Vladimir Poutine. Sergueï Lavrov insistait beaucoup plus sur je viens au nom du président russe, c'est le président russe, c'est le président russe. Et justement, en parlant de Vladimir Poutine, vous l'avez souligné, Pape Thiaw, évidemment, cet intérêt aujourd'hui pour l'Afrique. On a vu aussi des sommets, Russie-Afrique, qui se sont multipliés. Comment aujourd'hui de ces pays-là qui se rapprochent de la Russie peuvent capitaliser ce rapprochement-là avec le président Poutine? Alors moi je suis, et là c'est un avis d'observateur, je suis toujours contre les sommets, disons pays Afrique. Ouais. Je suis contre les sommets France, Afrique, Russie, Afrique. Je préfère quand des organisations, par exemple le traité de l'Asie-Pacifique, ou que l'Union européenne, justement, organise des sommets avec les pays africains. Maintenant, pour revenir à votre question, il est important, à un moment donné, de définir un cadre. D'abord, précis, à travers lequel les pays africains vont collaborer avec un pays comme la Russie. Parce que la Russie n'a pas que la sécurité à offrir. La Russie est un pays
qui a fait de très grandes avancées, par exemple, sur le plan agricole. Exactement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais durant la crise ukrainienne, il y a des pays africains qui sont allés jusqu'en Ukraine et en Russie pour justement demander qu'il y ait des facilités sur le blé. Mais justement, la Russie pourrait accompagner certains pays africains à être autonomes sur ce plan. Parce que le blé, il a été prouvé à travers les instituts de recherche qu'il est possible de cultiver ça ici au Sénégal. Ouais, surtout qu'en Afrique, quand on parle de souveraineté alimentaire... Souveraineté alimentaire, ouais. c'est un des objectifs fondamentaux de la plupart des gouvernements ici en Afrique. Donc, exactement. Donc, la Russie pourrait aider en ce sens. Et sur le plan économique, énergétique, à travers la maîtrise du nucléaire, aujourd'hui, il est possible d'aller prendre un scientifique russe, le payer de manière correcte, mais pas comme selon les standards internationaux, pour qu'ils viennent développer certains projets énergétiques, peut-être sur le nucléaire, peut-être sur le plan électrique, ici en Afrique. N'oublions pas que, hormis la Chine, la Russie est un des pays qui sort le plus d'ingénieurs par an. Plus de 400 000 ingénieurs russes entrent sur le marché par an. Donc c'est une opportunité d'exploiter ça. On n'a aucun... Je crois que la plupart des dirigeants n'auront aucun souci à faire appel à l'expertise russe sur différents domaines techniques pour pouvoir mieux collaborer avec ce pays en ce sens. Donc voilà les différents aspects de la coopération qu'on pourrait envisager. C'est vrai que c'est vrai, Sergueï Lavrov aussi l'a souligné, hein, c'est-à-dire on parlait du discours social, on le sait tous, hein, au Congo-Brazzaville il y a ce problème d'électricité aussi, c'est le cas dans beaucoup de pays en Afrique. Effectivement, aller dans ce sens-là aussi, c'est de voir l'Afrique peut-être essayer de régler certains problèmes, certains soucis liés évidemment au social ou encore sur le plan économique. Revenons à cette tournée. On a l'impression, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire tous les pays, mais pourquoi ces pays ciblés, docteur Sambou? Parce qu'on parle d'une mini-tournée africaine, mais c'est quelques pays qu'il a choisi, le ministre des Affaires étrangères russe. Ouais. Alors, dans le cadre de ces tournées, il y a très souvent l'officiel, les gens vont écrire, voilà, et il y a l'officieux. Je pense que quand il va au Burkina, sans doute il a dû échanger avec Ibrahima Traoré, en fait, des oppositions naissantes au Burkina. Il y a eu des assises qui ont consacré 5 ans en fait, à IB, comme on l'appelle. Mais ce n'est pas partagé en fait par tout le monde. Il ne faut pas qu'on ait l'impression, nous de l'extérieur, en fait, que c'est d'un commun accord en fait. Ouais. Vous avez beaucoup de dignitaires traditionnels qui ne sont pas d'accord avec ça, beaucoup de religieux, notamment du côté de la chrétienté, en fait, y compris les évêques qui ne saluent pas cela. Donc il y a quelques remous au niveau du Burkina. Et je pense que pour Sergueï Lavrov, c'était aussi une visite pour aller consolider, conforter le pouvoir de IB. Une fois qu'il a visité le Burkina, c'est comme s'il avait visité le Niger aussi et le Mali, du moment où ils sont déjà dans une confédération. Ouais, et le discours était le même hein, dans ces pays-là. Dans une confédération AES. Alors, après la visite en Guinée, il semblerait même en fait que ça a été décidé au dernier moment. C'était que certaines autorités guinéennes n'étaient même pas au courant en fait, de l'arrivée de Sergueï Lavrov. Il me semble que pour la Guinée, on est dans le cadre là d'élargissement. C'est comme ça que je lis la chose en fait, hein, parce qu'ils ont des coopérations sur le plan minier, notamment la bauxite de la Guinée, mais peut-être qu'il veut aller beaucoup plus loin. On te propose tel soutien. Là, je suis toujours dans l'officieux, donc pour oublier un peu le discours qu'on entend de part et d'autre. Après, pour le Tchad, là, ça semble clair et mon collègue Tchao l'a dit tout à l'heure. Idriss Déby Itno utilise en fait la carte russe aussi pour faire un tout petit peu de chantage, de rééquilibrer sa parole par rapport à celle de la France. Ne surtout pas oublier que le Tchad avait refusé le redéploiement en fait, de la force Barkhane qui a quitté le Sahel central vers son pays. Donc ça reste un refus qui derrière peut créer des formes de menaces, des formes de pression. Et donc le fait de recevoir la Russie, c'est un signal à la fois aux Français mais aussi aux Américains d'un jeune dirigeant comme Idriss Déby Itno qui montre que je suis libre, je peux jouer sur plusieurs coopérations. Donc laissez-moi un tout petit peu
un petit peu tranquille. Donc on est dans il me semble-t-il, ce jeu-là, et c'est de cette manière qu'il faut comprendre, lire les choses. Monsieur, nous arrivons presque au terme de cette émission, deuxième partie d'émission. Pape, en quelques mots avant de clore cette émission, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cette visite? En l'occurrence, c'est vrai que vous l'avez dit, vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de parler de partenariat entre tout un continent et un pays. Malheureusement, nous sommes dans ce processus-là. Que faut-il retenir aujourd'hui de ces partenariats qui existaient déjà, mais qui est en train d'être renforcés avec cette mini-tournée entre la Russie et l'Afrique, de façon générale? Il faut d'abord y voir une certaine perte d'influence du camp occidental en Afrique. Et surtout, en analysant ça sur le prisme de la guerre en Ukraine, le fait que les nombreuses tentatives qui ont été faites pour isoler la Russie sur le plan diplomatique sont vaines. D'autant plus que la Russie actuellement, en plus d'étendre son influence en Afrique, continue justement d'avoir des relations avec d'autres pays, eu égard à la visite récente du président Vladimir Poutine en Corée du Nord. Une visite durant laquelle un accord a été signé, un accord selon lequel si un des contractants est attaqué, l'autre a le devoir de le soutenir sur le plan militaire. Donc, et ça, c'est en perspective de ce qui se trame actuellement, ce qui se discute actuellement en Occident, notamment une éventuelle intervention des forces otaniennes en Ukraine et même en Russie à un moment donné. D'accord, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Dr Christian Sambou, docteur en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Et en face de vous, Pape Ousmane Tiao, doctorant en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, excellente suite des programmes sur nos antennes.